Pont-Neuf, effectivement, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Mes invités à Pont-Neuf aujourd'hui, Lorenzo Leschi pour son livre « Être juif dans le cinéma hollywoodien classique », livre paru aux éditions Vrin. Lorenzo Leschi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes diplômé en études cinématographiques de l'Université de Paris. Avec nous également Steve Krief, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'humour américain et du cinéma américain en général, auteur d'une thèse sur Lenny Bruce. Vous vous êtes occupé de ses archives et vous êtes par ailleurs responsable d'un site J-Guide d'Europe. Lorenzo Leschi, comment le cinéma classique hollywoodien a façonné l'identité juive américaine, c'est le thème de votre livre. C'est un thème qui a été peu abordé en France, on peut dire. Oui, effectivement, c'est un thème qui a encore été très peu abordé. Alors, il y a pas mal de personnes qui ont travaillé sur certains cinéastes juifs américains, d'autres qui ont abordé la représentation de la Shoah, mais la manière dont les producteurs juifs américains ont contribué à façonner l'industrie cinématographique américaine et à travers elle ont eu une influence certaine sur la culture américaine et l'imaginaire américain, il y a encore eu assez peu de travaux. Et globalement, c'est une thématique qui est parfois occultée par les historiens du cinéma. Alors, c'est une thématique qui a été occultée et que vous auscultez d'une certaine manière. Et toute cette histoire commence avec l'arrivée des Juifs de Russie et d'Europe centrale en Amérique. Vous montrez qu'au début, d'ailleurs, il y a une espèce de rapprochement entre les immigrés juifs et les immigrés protestants, les immigrés irlandais. Catholique, pardon, pas protestant, catholique, je vais y arriver. Et au fond, tous les deux font partie des religions minoritaires en Amérique. C'est ça qui les rapproche. C'est ça qui les rapproche. Et donc ce qui les rapproche, c'est à la fois d'être des religions minoritaires en Amérique et donc de subir une forme de domination de la part des protestants. Et d'autre part, d'être les nouveaux arrivants aux États-Unis. Et donc de se retrouver à la fois dans des mêmes quartiers et dans des mêmes activités, c'est-à-dire qu'on les retrouve ensemble au sein de l'industrie, par exemple textile ou sur les docks de New York, et au sein de l'industrie cinématographique, où on trouve à la fois des Irlandais, des Italiens et donc des Juifs. Et c'est un secteur d'activité qui est relativement déconsidéré aux États-Unis, puisqu'il concerne principalement les immigrés, les nouveaux arrivants. C'est un divertissement pour les pauvres, en fait. C'est un spectacle forain qu'on voit en même temps que les jongleurs dans les fêtes foraines américaines. Et du coup, c'est un endroit où on peut investir avec peu d'économie et avec les mains relativement libres, parce que ça n'a pas encore été régulé par la haute société américaine, comme peut l'être par exemple le théâtre. Alors, expliquez-nous pourquoi tous ces Juifs venus des shtetl, avec une volonté de se reconstruire, vont s'investir dans l'industrie cinématographique. Qu'est-ce qui les attire là-dedans ? Alors, ce qui les attire, c'est donc d'une part que c'est un secteur d'activité très lucratif et en même temps où on peut investir sans problème avec peu d'économie. Donc, ils y voient des perspectives économiques qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres secteurs. Et d'autre part, c'est un endroit où ils vont pouvoir réinventer leur vie, créer un imaginaire de l'Amérique, une image de l'Amérique telle qu'ils la veulent, telle qu'ils la souhaitent. Donc une Amérique prospère, relativement homogène, où ils peuvent être assimilés sans problème. Et donc en fait, ils vont à travers le cinéma construire le rêve américain et répondre à l'envie des migrants qui arrivent aux États-Unis avec la volonté de réussir dans ce nouveau pays, de faire fortune. Et c'est à travers le cinéma qu'ils vont créer cette Amérique fictive qui finalement n'existe pas, dans laquelle on peut réussir quand on arrive sans rien en devenant un self-made man.
Steve Krief, vous qui connaissez ça par cœur et qui vous intéressez, je crois, à une période postérieure, mais ça vous a intéressé, cette Ah oui, histoire. tout à fait, parce qu'effectivement, c'est un livre très intéressant parce qu'il parle d'un sujet dont on a très peu parlé, tout à fait. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est de montrer comment dans ces années 1920-30, quand on va se construire cet Hollywood, tous les Juifs qui vont être impliqués. Pourquoi? Non pas parce qu'ils ont plus de talent, non pas parce qu'ils sont attirés spécialement par ça, mais comme vous l'avez très bien dit, parce que ce sont des arts pas nobles, entre guillemets. C'est-à-dire le théâtre, l'opéra, tout ça, c'est laissé pour les WASP, qui interdisent souvent l'entrée aux minorités. Vous parliez des Irlandais, des Italiens, des Juifs, des Noirs américains. Et donc, toutes ces minorités vont aller vers la bande dessinée, vers le vaudeville, vers le catch et vers le cinéma, vers tous ces arts qui ne sont pas nobles. Et c'est là-dedans qu'ils vont prospérer, mais avec ce devoir de participer à l'assimilation américaine, de montrer qu'on veut être plus américain que les Américains. Aussi par enthousiasme, parce qu'il faut savoir d'où on vient, c'est-à-dire lorsqu'on voit dans le film Fiddler on the Roof ces juifs qui, cette fameuse scène où ils partent de leur shtetl, où ils sont si heureux, ils quittent des conditions sur très des difficiles. carrioles, Ils quittent des conditions très difficiles pour aller vers l'espoir américain, comme d'autres après vont quitter vers la France, vivre heureux comme un juif en France, ça peut s'appliquer aussi aux États-Unis. Donc il va y avoir cette participation à la construction, comme vous l'avez très bien dit, du mythe américain à travers le cinéma et des années 20-30. Alors, Lorenzo Leschi, l'affaire Dreyfus et l'affaire Léo Franck, ça c'est intéressant dans votre livre, qui se sont produites à quelques années de distance en France et aux États-Unis, ont donné lieu à des films produits par la Warner, mais curieusement sans évoquer le judaïsme ni dans un cas ni dans l'autre. C'est étonnant ça. C'est étonnant et en même temps parfaitement explicable parce que ce sont deux films qui sortent il me semble, en 1936 pour celui sur l'affaire Dreyfus, en 1937 pour celui sur l'affaire Léo Franck. Et c'est une période où, à partir de 1933, s'est installé un code d'autocensure qui a été écrit par un censeur catholique, particulièrement antisémite, Joseph Breen. Et à partir de 1934, Hollywood devient un enjeu de pouvoir, y compris pour les dirigeants de l'Allemagne nazie. Et ils envoient, Goebbels décide d'envoyer un émissaire à Hollywood, un consul, qui s'appelle Gissling, et qui va se charger de vérifier que la question de l'antisémitisme ne soit jamais présente dans les films. Donc, entre 1933 et 1939, la question juive et la question de l'antisémitisme disparaît complètement. Et donc pour les réalisateurs américains, se pose la question de comment faire un film pour dénoncer l'antisémitisme en Europe et le régime nazi, tout en contournant la censure. Et le seul moyen, c'est donc de faire un film où le mot juif et l'antisémitisme ne soient jamais directement abordés, tout en faisant bien comprendre que c'est de ça dont on parle. Et la solution, c'est donc de faire des films sur deux événements qui sont à la fois très très connus par l'ensemble des spectateurs et dont tout le monde sait qu'ils concernent des événements antisémites. On n'a pas besoin d'écrire juif pour que l'affaire Dreyfus... on sache que ça concerne l'antisémitisme. Et l'affaire Léo Franck, qui est un peu le pendant de l'affaire Dreyfus sur les rives d'Amérique. Oui, et pire encore, lorsque la Seconde Guerre mondiale va démarrer, on parle du pouvoir juif, soi-disant, dans les médias et dans le cinéma, c'est tout le contraire. Il y aura une énorme censure des États-Unis pour que Hollywood ne participe pas à l'effort de guerre contre Hitler tant que l'Amérique ne rentre pas en guerre avec Pearl Harbor. Donc il n'y aura rien quasiment, et là vous parliez de la Warner, ce sont parmi les seuls courageux qui vont tenter de contourner justement cette censure américaine. Edward G. Robinson notamment et d'autres vont porter le combat. Et il y aura très très peu de films qui vont traiter de ça. On connaît bien sûr Le Dictateur de Chaplin. Alors on va y arriver parce que ça c'est un chapitre passionnant du livre. C'est le passage sur Chaplin et en particulier sur Le Dictateur qui a commencé à être tourné en 1939. C'est un film courageux parce que il s'en prend au dictateur sous la forme humoristique. Oui, c'est un film qui permet à Chaplin, on va dire, ça a été l'objet d'un article de Bazin, de reprendre le contrôle de sa moustache. C'est-à-dire que la moustache qui était la moustache de Charlot, connue dans le monde entier, a été volé en quelque sorte par Hitler. Et il y a énormément de liens qui sont faits par les journaux People et entre eux la figure de Chaplin et la figure d'Hitler.
aux grandes dames de Charlie Chaplin, qui était fondamentalement antifasciste, et qui va vouloir, avec ce film, à la fois faire une critique du régime nazi, et en même temps récupérer le contrôle de son image et de cette moustache qui lui a été volée. Alors, effectivement, la moustache a joué un rôle là-dedans, et comme vous dites, André Bazin donne à la moustache commune, c'est la même moustache, hein, celle de Charlot et celle d'Hitler, une dimension existentielle dans laquelle réside, selon lui, toute la force du film, et vous montrez que Le Dictateur, en fait, c'est un film sur la Shoah. Oui, c'est la particularité du Dictateur, c'est que c'est avant tout un film sur la Shoah où, pour la première fois au cinéma, alors que le premier film sur le régime nazi à Hollywood avait été fait en 1939, Confession of a Nazi Spy, la question des Juifs était complètement laissée de côté. Elle n'existait pas. Et donc Le Dictateur est un des premiers films où on montre la volonté d'Hitler d'exterminer les Juifs. C'est-à-dire qu'il rêve un monde, quand il joue avec la map-monde dans cette célèbre scène, qui soit complètement homogène, avec une seule race aryenne. Et donc on comprend bien la volonté à la fois donc de les regrouper dans les ghettos comme on voit dans le film, mais de manière finale de les exterminer. Donc c'est le premier film vraiment sur la Shoah. Et un des seuls, ce qui est étonnant, il y aura To Be or Not To Be, qui est assez connu, et il faut rendre hommage aussi à des humoristes qui s'appellent les Three Stooges. Ce sont trois humoristes assez burlesques, un humour tarte à la crème, ils se donnent des coups, donc pas du tout pris au sérieux. Et pourtant, eux, plus que les Marx Brothers, avec Duck Soup, qui là aussi navigue un peu, on va dire là-dessus, mais des Three Stooges vont faire 2 films avant l'entrée en guerre des États-Unis pour se moquer d'Hitler. Et ça va être très très mal perçu, dont un qui s'appelle You Nasty Spy, que je vous recommande absolument, vous pouvez le retrouver sur YouTube, c'est des petits films de 20 minutes, et c'est génial. Et ces films-là, des Three Stooges dont on n'attend pas d'implication intellectuelle, vont influencer un certain Mel Brooks, bien plus tard, et d'autres humoristes. Alors, on va parler de Mel Brooks dans un instant. Question de Steve Nadjar. Est-ce que le milieu de la télévision américaine sera par la suite également investi par des juifs pour les mêmes raisons que celles concernant le grand écran ? Le milieu de la télévision va être immédiatement investi par les juifs, et notamment par les humoristes juifs. Est-ce que c'est avec les mêmes problématiques et les mêmes enjeux? Je ne saurais pas répondre. Est-ce que c'est aussi un creuset d'assimilation, d'intégration? Bien sûr, la télé, les personnages aussi qu'on va voir petit à petit, des familles juives, des personnages noirs américains aussi, italo-américains, tout ça, ça va plus venir avec les années 60-70, où ça va vraiment s'implanter. Le vent, le souffle d'après-guerre, on va dire. Parce qu'enfin, les choses vont se libérer après la guerre. Comme si on avait l'impression qu'après avoir vécu toutes ces horreurs, il n'y a plus de tabou acceptable. Oui, il faut parler du racisme. Oui, il faut parler de l'antisémitisme, de l'homophobie, de toutes ces questions-là, de la sexualité, la religion. Il ne devrait plus avoir de tabou, et notamment sur les représentations. Et c'est ce vent qui va souffler, notamment sur un petit lieu où vous commencez de grands humoristes juifs américains, Mel Brooks, on parlait, Woody Allen, Lenny Bruce, John Rivers, vont commencer au Catskills Comedy, qui est un lieu de villégiature d'été où partaient les juifs new-yorkais. Et là-bas, il y avait des spectacles où on commençait ces jeunes humoristes qui, à la fois, gardaient leurs racines juives, mais a été tenté par l'aventure américaine et allait l'explorer à fond. Et c'est ça qui est passionnant et qui a permis justement ce nouveau souffle, et qu'il n'y a plus de tabou à parler de son judaïsme à la télé. Alors on va parler de ces one-man shows qui vont commencer à cette époque-là, de ces seuls en scène. Il y a, mais je voudrais en rester à la genèse, il y a les grands films sur l'histoire juive et sur la Bible en particulier. Vous avez Ben Hur, naturellement, vous avez Samson et Dalila, vous avez les 10 commandements, Cécile B2000, qu'on a vu partout, et qui est un bon film. On a beaucoup moqué ce film, c'est pas un mauvais film. C'est un très bon film, et qui reste très proche des sources bibliques, sans parler d'Exodus sur la création de l'État d'Israël. Il y a toute une vague de films de ce genre. Lorenzo Leschi. Il y a effectivement un retour du péplum au début des années 50, qui redevient un genre très très populaire dans le cinéma hollywoodien après avoir été délaissé dans les années 30-40. Et ça inquiète énormément les organisations juives qui font attention à l'antisémitisme aux États-Unis, parce que dans les années 20, les péplums avaient été un moyen de montrer que les juifs étaient un peuple
de représenter les Juifs comme un peuple déicide qui avait tué le Christ. Et donc ils ont peur que la situation se reproduise dans les années 50-60. Et donc ils vont en fait exercer un contrôle assez important sur la production de ces films, donc sur Ben-Hur en particulier, avec une reprise du scénario par une organisation juive qui s'appelle la Motion Picture Project, et en enlevant tout ce qui pourrait alimenter l'antisémitisme. Et donc on se retrouve avec des péplums dans les années 50 qui soit sont très très fidèles effectivement à la Bible et qui ne dévient pas vers on va dire une idéologie antisémite, soit qui va complètement prendre le contre-pied des films des années 20-30 qui montraient, on va dire, l'Ancien Testament comme vraiment un précurseur du Nouveau Testament, en faisant de l'histoire biblique une allégorie de la création d'Israël et du combat des Juifs pour la défense et la création d'un État juif en Israël. Alors, mini anecdote, Lenny Bruce, à la sortie du film, justement sur les 10 commandements, disait, il a fait un sketch sur Jésus et Moïse. Il expliquait pourquoi Moïse ne reviendrait jamais suite à ce film, lorsqu'on voit Charlton Heston, un colosse de 2 mètres qui parle avec éloquence, tandis que Moïse n'est qu'un petit brin qui bégaye, donc il ne reviendra jamais à cause de ce film. C'était pour se moquer de certains clichés, justement, et l'effacement de traits juifs. Alors, je vous l'ai dit, Lorenzo Leschi, qu'on allait un peu vous charrier sur les manques, vous accrocher sur quelques manques. Et à mon avis, il y a quelques manques dans votre livre. D'abord, le grand absent. Et je m'élève contre cette absence parce que je fais partie du fan club. Il y a Billy Wilder, qui est quand même un très grand cinéaste, qui a fait de très grands films et qui a même fait, je crois que vous le savez, parce que vous avez étudié cette période, même si vous vous arrêtez un peu avant, il a quand même une histoire passionnante, Billy Wilder. Il vient de Lituanie et il y a une partie de sa famille qui est morte dans la Shoah. Et pendant la guerre, il fait un film sur la Shoah qu'il produit au lendemain de la guerre en Allemagne. Billy Wilder a effectivement fait partie du groupe de cinéastes hollywoodiens qui ont filmé la guerre et qui, avec John Ford, George Stevens, Frank Capra et d'autres, ont fait des films pour dénoncer les horreurs nazies. Et Billy Wilder a notamment fait un film avec les images filmées de la libération des camps qui s'appelle Death Mills et qui est un film qui est à la fois une dénonciation de l'horreur concentrationnaire, une accusation du peuple allemand et un moyen de révéler les crimes nazis. Et il sera par exemple montré pendant le procès de Nuremberg comme preuve visuelle des crimes nazis. Ensuite, il a été pendant 2 ans ou 3 ans en poste, parce qu'il était colonel dans l'armée américaine, en poste en Allemagne chargé de la reconstruction, de la supervision de la reconstruction de l'industrie cinématographique allemande et de la dénazification, de la rééducation du peuple allemand à travers le cinéma. Et donc pendant ces 3 années, il va superviser notamment les films de ruines où on montre la destruction et on essaye de montrer au peuple allemand, disons, son égarement et ses erreurs. Et il va en tirer un film en 1948 qui s'appelle La Scandaleuse de Berlin, qui va revenir justement sur son expérience et qui va se montrer assez critique de la politique américaine pendant ces 3 années et de l'inefficacité d'une certaine manière de la politique de dénazification. Après, tout au long de sa carrière, on pourrait dire que les thématiques juives sont présentes, même s'il n'y a jamais directement un film avec des personnages juifs ou sur des thématiques juives. Mais on pense notamment à La Garçonnière. La Garçonnière, il n'y a pas de mention de judaïsme et certains l'âme chaud non plus. Alors La Garçonnière, c'est sans doute le film qui pour moi est le plus directement sur des thématiques juives parce qu'on a on a un personnage central qui est quand même un personnage qui rappelle les Jack Lemmon. Voilà, Jack Lemmon exactement, les Schlemiel, avec donc bloqué entre. Ah oui, c'est un personnage de Schlemiel. Absolument. Oui. Et bloqué du coup entre 2 mondes. Donc il y a le monde de son immeuble où pour le coup tous les habitants sont juifs. On a la famille Dreyfus, le docteur Dreyfus et sa femme, un monsieur Lieberman, et l'entreprise où il essaye de monter en grade et de faire carrière, où tout le monde est anglo-saxon ou WASP. Et donc il est bloqué du coup entre
sa communauté juive dans son immeuble et la haute société américaine à laquelle il veut appartenir, quitte à faire le sacrifice de la femme qu'il Et aime. son patron qui veut lui emprunter les La clés de, garçonnière, notamment. Voilà. de sa garçonnière. Steve Krief, vous êtes d'accord avec moi que Oui, Billy tout à fait. Wilder, c'est un absent C'est un absent, mais c'est vrai que qui c'est est très difficile. présent. Voilà, il y a pas peu Billy Wilder, mais il y a Otto Preminger, il y a plein d'autres grandes figures dans votre livre, et c'est vrai que c'est tellement intéressant qu'on a envie de connaître la suite, qu'on a envie de savoir encore plus ce qui se passera après, mais vous explorez une période très très difficile, et effectivement, il y a plein de choses à apprendre dans ce livre. Et parmi les manques, il faut dire Woody Allen. Woody Allen, il a droit à une petite mention, mais vraiment au passage, quoi. Et vous dites, bon, Mel Brooks, Woody Allen, Paul Mazursky deviennent les porte-étendards de ce renouveau du cinéma juif. Mais vous expédiez l'ensemble, et Bon, il n'est pas mentionné non plus. Alors, il est connu comme humoriste à cette Lenny époque. Bruce non plus. Non, mais c'est plus des humoristes. Là, vous traitez, je pense, plus le cinéma. Mais en tant que Woody Allen était connu comme humoriste au début des années 60, il commence dans le cinéma, mais finalement pour se moquer un peu de lui dans le film Manhattan, quand il parle de plein de personnes, de Van Gogh et notamment de Lenny Bruce, Woody Allen dit ils sont overrated, surestimés. Alors on va dire, allez, Woody Allen est surestimé aussi, pour rigoler. Non, surtout, Alors, la réponse de Lorenzo Leschi. Voilà, c'est des réalisateurs qui commencent dans la télévision et qui commencent à faire leurs premières armes dans les années 50-60 à la télévision. Et Woody Allen est notamment humoriste et il écrit les gags de Sid Caesar, qui est la star des Catskills, de la Borge Belt, où vont en fait en villégiature les juifs new-yorkais, qui sont exclus des clubs WASP. Et il va vraiment commencer à réaliser et à rentrer dans le cinéma à la fin des années 60 et dans les années 70. En fait, il fait partie des réalisateurs juifs qui émergent avec le nouvel Hollywood. Et donc avec la transformation complète du mode de production cinématographique américain, qui va permettre à des thématiques qui étaient jusque-là tabous ou alors censurées d'émerger au sein des films américains. Donc ce sera, en fait, je le mets en conclusion, voire en ouverture, avec l'espoir que dans peut-être un prochain travail, je pourrais l'aborder plus en détail, vu que c'était aussi l'objet de mon mémoire de Master 2, avec notamment des films comme Crime et délit, comme Harry dans tous ses états, de Woody Allen, qui sont spécifiquement sur à la fois la communauté juive américaine et je pense le judaïsme. Oui, Alors, Steve Krief, oui, vous me décevez, vous ne prenez pas la défense de votre chouchou Lenny Bruce. Bien sûr, bien sûr. Non, déjà face à Woody Allen, il fallait prendre sa défense parce que Woody Allen était un peu jaloux du succès de Lenny Bruce. Mais non, c'est vrai que il a réalisé un film d'ailleurs, Lenny Bruce, qui était tellement mauvais qu'on évite d'en parler. Mais c'est vrai que c'était le plus grand humoriste qui a influencé à la fois les humoristes américains et français, des proches, Coluche, Bedos, se sont inspirés de lui lorsqu'ils ont vu le film Lenny avec Dustin Hoffman. Et qui ont permis à cette Amérique de découvrir cet humour juif. Et c'est vrai, on en parlait tout à l'heure des Catskills. Ce soir, il y a un renouveau de l'esprit Catskills en France. Il y a le Catskills Comedy Club by Jem. Ce soir, il y a la grande soirée en ce 30 juin à 20h, Espace Rachi, sur l'humour juif et ce renouveau-là. Mais c'est vrai que c'est ces années-là, 60, on parlait de Dustin Hoffman, il y a le film Le Lauréat, et qui lance cette vague, on va dire. C'est là qu'apparaissent les vrais personnages juifs. C'est là qu'apparaissent vraiment les questions juives de cette époque-là. Et c'est vrai que là, ils ont dépassé la censure. Et votre livre est d'autant plus intéressant parce qu'il parle de cette censure qu'il fallait casser, dépasser par rapport à la Shoah, par rapport à Israël aussi. On parle. Donc, c'est deux combats. On parle de Woody Allen, on parle de Lenny Bruce, il faudrait parler aussi Mel des Brooks. Marx Brothers Oui. et de Mel Brooks. Bien et sûr. de Mel Brooks. Bien sûr. Alors, d'un mot, parce qu'on est au terme de l'émission. Alors, les Marx Brothers, ça a été très très important dans les années 30, avant en fait la période de la censure, donc avant 33 où vraiment démarre la censure, où ils ont une liberté de ton et de thématique qui est extrêmement rare au sein des réalisateurs juifs américains. Et donc ils ont eu une importance déterminante pour aussi le renouveau de l'humour juif dans les années 60-70 qui vont beaucoup s'inspirer d'eux. Merci Lorenzo Leschi, Être juif dans le cinéma hollywoodien classique, c'est paru aux éditions Vrin. Merci à notre ami Steve Krief, spécialiste de cinéma américain et responsable d'un site J-Guide d'Europe. Bonne journée à tous. Merci.